Bonjour à tous, vous regardez la web télé du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême édition 2019 et j'ai le plaisir de commencer cette 3e journée de festival avec Max de Radigues. Bonjour Max. Salut. Max, l'auteur bien sûr de L'âge dur, l'auteur de Un été en apnée, de Bâtard et plus récemment de la série Stig et Tilde publiée chez Sarbacane. Le 2e tome est sorti récemment. Max, dans ce festival, tu as eu l'occasion de faire des rencontres jeunesse notamment. C'est quelque chose que tu fais régulièrement, intervenir auprès notamment des scolaires. Qu'est-ce que tu racontes à des enfants que tu as en face de toi et qui ne connaissent pas forcément très bien ton travail, qui ont peut-être vu quelques dessins, qui ont peut-être lu 1 ou 2 histoires, mais voilà, qui ne connaissent pas forcément très bien ce que tu fais? C'est quoi l'idée? Leur communiquer le goût de la bande dessinée, l'envie de dessiner? C'est quoi l'enjeu? Alors, moi, je trouve que c'est toujours intéressant de les rencontrer, les enfants. Et souvent, ils ont une vision des auteurs. Pour les auteurs, déjà, c'est des gens morts en général. Donc, c'est déjà bien qu'ils voient qu'en fait, les auteurs, c'est des gens qui vivent. Et aussi, j'essaie de leur montrer que faire de la bande dessinée, faire du dessin, c'est raconter des histoires et qu'on n'a pas spécialement besoin d'avoir un don en dessin. Et tout ça, moi, cette idée de don, c'est quelque chose. En effet, il y a des auteurs qui l'ont, mais la majorité des auteurs, ils l'ont pas et c'est du travail. Et donc, j'essaie vraiment de leur montrer que moi, j'étais un enfant comme eux, que j'avais pas plus d'habilité qu'eux en dessin quand j'étais enfant. Et que c'est quelque chose qui m'intéressait, donc à force de travailler, j'ai trouvé des solutions pour y arriver. Et souvent, je les fais dessiner, je leur montre, mais voilà, moi je fais mes têtes, c'est des ronds, mes yeux, c'est des points, mes sourires, c'est des petites lignes. Et on peut raconter plein de choses comme ça. Voilà, que c'est pas plus compliqué que ça, et qu'en fait, c'est super accessible de dessiner. Que faire des livres, il y a les livres qu'ils achètent en librairie, mais qu'en fait on peut faire des photocopies, il y a plein de moyens de faire de la bande dessinée et de faire des petits ouvrages. Et donc voilà, j'essaie de leur rappeler que tout ça c'est accessible et que c'est pas forcément quelque chose qui est loin d'eux, qui est compliqué, qui est inatteignable. Et généralement, c'est quoi eux leurs interrogations si ils en ont? Alors du coup hier j'ai fait une intervention avec des enfants qui avaient entre 8 et 14 et ils étaient super. La modératrice Juliette avait préparé plein de questions, elle avait fait un super PowerPoint et tout ça, elle a rien pu utiliser parce qu'ils n'ont pas arrêté de poser des questions. Donc j'étais un peu désolé pour elle, mais ouais, c'était super. Mais j'ai eu des questions qui allaient dans tous les sens. J'ai eu une des questions un petit enfant qui m'a demandé si c'était mon père qui avait choisi ce que j'allais faire dans la vie. Voilà, j'ai eu un enfant qui m'a dit je comprends pas très bien. Vous avez fait un livre qui s'appelle. Enfin, non, je peux pas dire ça tout haut. Vous avez fait un livre qui s'appelle Batard. Pourquoi vous avez fait ça? Enfin, donc voilà, les questions vont dans tous les sens, mais c'était hyper touchant, hyper franc. Il y en a qui m'ont dit que je mettais pas de détails, qu'eux ils mettaient beaucoup de détails dans les dessins, mais que je m'en sortais quand même bien. Tout ça, donc, ça va, c'est passable. Ouais. Non, mais voilà, c'était super franc et c'était vraiment chouette. C'était vraiment un échange avec eux, quoi. Et tu évoquais le fait que c'était important de leur dire qu'il n'y avait pas besoin d'avoir une maîtrise totale ou en tout cas d'avoir un don pour continuer à dessiner. Comment est-ce que toi, tu l'as su ça aussi? Comment est-ce que tu as réussi à te faire confiance, à te dire bah oui, je peux dessiner, je peux raconter des histoires et ça va plaire, il va y avoir des lecteurs qui vont être touchés par ce que je raconte. Ce sont des auteurs qui ont réussi à te convaincre de ça aussi? Ouais, du coup, comme la plupart des ados, moi je lisais de l'heroic fantasy, je lisais du manga et tout ça. Et il y a la petite amie de mon frère qui a un jour oublié Shenzhen de Guy Delisle dans la voiture de mon frère. Et donc c'est vers 16-17 ans, j'ai lu Shenzhen et ça a été vraiment une grosse claque pour moi. Donc c'est un moment où je me suis dit, mais en fait, la bande dessinée c'est autre chose. C'est autre chose. Je suis pas obligé de dessiner de manière réaliste, je suis pas obligé d'essayer de dessiner des gars musclés et tout ça. Et donc je me suis orienté vers la bande dessinée. Et pendant mes études, j'ai découvert des auteurs. C'est l'époque où Sfar publiait ses carnets, où il y avait quelque chose de hyper libéré, il ratait, il dessinait. Voilà. On voyait qu'il n'avait pas du tout envie de faire du beau, c'était juste un besoin de dessiner. Et donc ce genre de choses-là, ça m'a beaucoup libéré. J'ai découvert un auteur qui s'appelle David Liebens, qui est un auteur belge, qui dessinait dans le métro en allant au boulot dans ses carnets. Donc il avait un dessin très tremblé à cause du trajet qu'il faisait. Et voilà, je me suis dit, mais en fait, la bande dessinée, c'est pas que des belles pages avec des gens qui dessinent sur des grands formats, avec des plumes, avec tout est nickel. Pas besoin d'avoir tous les détails des voitures, des immeubles. Et alors une des choses que j'ai fait au début, parce que j'étais très mal à l'aise en dessin, c'est que je collais beaucoup de choses dans mes histoires. Donc voilà, si je devais dessiner une voiture c'était compliqué. Et donc j'allais chercher dans des magazines, je les découpais, je les collais dans mes pages.
Mais voilà, ça me prenait trop de temps, c'était impossible à gérer parce que du coup tout commençait à poser question. Dès que je devais mettre une table avec un peu de perspective, je me disais bon, je vais essayer de la trouver dans un magazine et donc Pas j'achetais des forcément, c'est pas le magazines. bon modèle, c'est pas. Voilà, j'achetais des magazines d'occasion et puis il fallait répéter le truc, donc je devais faire des photocopies, parce que j'avais pas d'ordinateur. Et enfin voilà, donc c'était un peu la catastrophe. Et donc à un moment j'ai dû me dire mais voilà, j'assume les défauts de mon dessin et je vais trouver des solutions pour arriver à ce que je veux faire passer, à ce que je veux raconter avec mon dessin, quoi. Et je me suis du coup tout de suite plus considéré, pendant longtemps je me suis plus considéré comme quelqu'un qui raconte des histoires que comme un dessinateur. Mais justement, comment est-ce que on réussit à raconter des histoires si c'est pas par des traits, par des dessins avec plein de détails, c'est justement par le rythme, par la narration, par le découpage. Qu'est-ce qui fait que quand on lit tes histoires, on est complètement pris et on a l'impression, on se pose pas un seul moment la question de ah bah tiens il manque un bout de la jambe de la voiture ou Il il manque manque un un doigt. décor voilà ou il manque un doigt voilà c'est quelque chose où on se pose même plus la question, on adhère totalement à l'univers. Qu'est-ce qui fait que ça se produit, ça c'est vraiment une question de rythme, de dynamique. Oui, ça. Du coup, je pense en fait, mon dessin, ça a été ma grosse faiblesse quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée. Et à force de travailler là-dessus, j'ai fait de ma faiblesse un peu ma qualité. Et donc, ça m'a obligé de trouver une manière de raconter des histoires. Et j'utilise beaucoup de silence dans mes histoires, qui est peut-être quelque chose que tous les auteurs n'utilisent pas. Moi, j'accorde beaucoup d'importance au silence, et donc il y a beaucoup de passages sans dialogue où je laisse beaucoup de place au lecteur pour que lui, Se raconte voilà, aussi. lui remplisse les blancs et lui, voilà, trouve ce qu'il a envie dans le récit, quoi. Je sais quand j'avais fait l'âge dur, par exemple, il y a quelqu'un qui était venu me trouver en me disant ah, c'est incroyable, où est-ce que tu as été à l'école je pense que j'étais à la même école que toi. Et du coup, je lui montrais le bouquin après. Et en fait, dans l'âge dur, il n'y a pas de décor. Il y a peut-être une ou deux cases où il y a des petites briques ou des choses comme ça, mais il n'y a aucun Totalement, il décor. s'était totalement projeté. Voilà, il avait complètement imaginé son école, alors que voilà, c'était pas du tout le cas. Donc, je pense que voilà, le lecteur, il remplit beaucoup. Et, euh, et puis moi, j'essaie aussi beaucoup de jouer sur la relation entre les personnages. Et quelque chose que je trouve assez important, c'est que moi, j'ai pas envie que les gens qui lisent ma bande dessinée, ils s'arrêtent sur des pages qui soient. Enfin voilà, il y a des auteurs comme ça, ils dessinent tellement bien, on On coupe la s'arrête, narration et voilà, on on coupe s'arrête et complètement on est l'histoire là. pour admirer la C'est case. incroyable et tout ça. Et moi en fait, j'ai plus envie que quelqu'un prenne mon livre et que 10 minutes après il est fini, mais qu'il soit happé par l'histoire et que le dessin devienne presque invisible, quoi, qu'il y ait quelque chose où le récit prend le dessus. Et justement, le récit dans beaucoup de tes albums a trait à l'adolescence. On parlait des rencontres jeunesse que tu as pu faire sur le festival, mais tes héros sont très souvent des adolescents. Comment est-ce que tu as commencé à traiter ce sujet, ou en tout cas, pourquoi tu t'es dit c'est là qu'il faut que j'aille, c'est ces histoires qu'il faut que je raconte? C'est parce que justement, il n'y avait pas beaucoup d'albums qui parlaient de ces périodes, ou bien parce que c'était une période qui, toi, te travaillait encore énormément, peut-être aussi un mélange des deux? Bah, ouais, c'est plutôt un mélange des deux. En fait, moi j'ai été libraire pendant longtemps et je me retrouvais beaucoup à conseiller des parents qui voulaient des bandes dessinées pour leurs ados, qui en général voulaient pas acheter du manga. Et du coup, dès que tu sors du manga, il y a assez peu de choses pour les ados. Il y a de la bande dessinée pour les enfants, il y a de la bande dessinée pour les adultes ou pour les grands ados, mais entre les deux, il y a un peu un vide. Il y a de la bande dessinée un peu d'humour, un peu un potache, un peu avec des gros clichés qui sont un peu. Voilà, moi, je trouve ça toujours un peu difficile de vendre ce genre de bande dessinée à des ados en leur disant ah, mais voilà, vous pouvez vous moquer des filles, c'est ça, les femmes, c'est ça. Enfin, donc, voilà, il y a un truc un peu. Voilà, qui me dérange un peu dans ce genre de bande dessinée. Et du coup, je me suis dit, ah, mais il y a un manque, quoi. Il y a quelque chose qui manque. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et voilà, j'ai l'impression qu'une fois que j'ai fait un livre, je me suis pris le doigt dedans. Et voilà, maintenant, c'est vrai que chaque fois, je pense que je vais arrêter, puis j'en fais encore un. Et en quoi est-ce que c'est important, justement? C'est parce que c'est un moment de la vie qui est primordial et que c'est important, c'est pas forcément un moment où on partage tout ce qu'on ressent, où on le raconte facilement, et du coup d'avoir quelqu'un qui nous le raconte en bande dessinée, ça permet aussi de passer ce cap, de se dire je suis pas seule, voilà ce que d'autres vivent, même si ce sont des personnages de fiction. C'est ça qui fait que c'est important de raconter ces histoires? Oui, et je pense que c'est un moment qui est. Parfois, on se sent un peu seul quand on est ado. On a l'impression qu'on Ça peut est les arriver. seuls. On a un peu l'impression qu'on est seul à passer par ça.
Et alors que, donc du coup, je pense que c'est important d'en parler. Puis il y a aussi un truc, moi je trouve, enfin, j'ai un souvenir de mon adolescence comme quelque chose d'hyper intense, quoi. Et souvent, on parle des ados comme étant des jeunes mous, qui s'en fichent de tout, qui en général sont ultra moches, plein de boutons, qui réussissent pas à l'école, qui sont pas bien habillés, qui se tiennent pas bien. Et voilà, moi, c'est pas du tout le souvenir que j'ai de l'adolescence. Et quand je fais des rencontres dans les écoles, c'est pas ça que j'ai en face de moi, quoi. Et voilà, peut-être que c'est des moments où on a difficile à exprimer certaines choses, mais c'est un moment où on s'intéresse à plein de choses, on est hyper révolté par plein de choses, voilà, on est hyper investi, on a des amitiés super intenses, à la vie, à la mort, comme ça. Enfin, l'amitié en tant qu'ado, t'as plus jamais ce genre de truc, quoi. En tant qu'adulte, t'as plus ces amitiés où tu ferais n'importe quoi pour tes potes. Voilà, il y a quelque chose de super, super Fort, intense ouais. et même des toutes petites choses, quoi. Moi, je me rappelle vraiment je sais pas, enfin, voilà, de faire la file pour je sais pas quoi en classe et d'une fille qui bouge ses cheveux et ça te touche le visage et d'avoir quelque chose. Enfin voilà, il y a des moments qui sont des trucs complètement insignifiants qui prennent une importance cruciale dans ta journée comme ça. Et voilà, donc moi j'essaie bien, j'aime bien essayer de parler de ça, hein. Est-ce que quand on fait un récit où on parle d'adolescents, ou en tout cas où on mentionne des adolescents, j'imagine qu'on convoque ces souvenirs aussi à soi. Est-ce que justement de faire plusieurs albums autour de cette période, à un moment on se dit pas oh, j'en ai marre de revivre mon adolescence, au contraire tu t'y replonges toujours avec plaisir ou en tout cas avec intérêt? Ah oui, non, je m'y replonge toujours avec plaisir. Moi c'était une période, voilà, ça peut pas toujours été facile, mais c'était une période où j'ai plutôt un bon souvenir, un espèce de souvenir de. Moi j'ai grandi à la campagne. On avait une bonne bande de copains, je faisais du skate, on avait des mobylettes, voilà, le soir on allait dans les bois, on dormait dans les bois, on rentrait pas chez nous, et tout ça, il y avait un truc, ouais, un sentiment de liberté, quoi, donc j'ai vraiment, quand même le plus gros souvenir de tout ça, c'est quand même un souvenir positif, mais ce qui est marrant, c'est vrai que beaucoup de gens me disent, ah mais c'est incroyable, comment ça se fait que tu arrives à te rappeler de ce genre de choses, comment tu arrives Je à. trouve ça toujours impressionnant en fait de Mais, réussir à réactiver comme ça des souvenirs et des émotions en plus, ouais. quelque chose d'encore plus fin. Mais en fait, comme c'est quelque chose, comme j'ai fait plusieurs livres là-dessus, j'arrive super facilement à me replonger dans cette période. C'est une période qui reste assez fraîche. C'est comme si j'en discutais souvent avec des gens comme ça. Donc c'est une mémoire qui reste fraîche. Donc voilà. Et puis c'est aussi une période qui revient à toi, que tu le veuilles ou non. Tu disais tout à l'heure que même quand tu t'essayes de pas forcément en parler, ça y revient. Et c'est notamment le cas de Bâtard, ton album précédent, Stig et Tilde, où justement c'est une histoire de cavale, une histoire d'action avec une mère et son fils, du coup. Et rapidement, en fait, ton projet qui était de faire quelque chose de plus adulte, de faire quelque chose vraiment d'action, c'est à nouveau transformé en quelque chose autour des relations, malgré tout, humaines, et notamment des relations mère-fils. Oui, c'est ça. En fait, donc moi je suis en atelier avec d'autres auteurs de bande dessinée. On est 14. Il y a des auteurs comme Sacha Gerg, Wouter Manhart. Enfin voilà, on est toute une bande à être ensemble. Et il se faut toujours un peu de ma gueule. Parce que voilà, je suis un peu le John Hughes de l'atelier, comme ça, je fais de la BD ado, je suis hyper fleur bleue, il y a un côté un peu, voilà, il y a toujours un côté un peu romantique dans mes histoires. Et donc je me suis dit, je vais faire un truc de violence gratuite, Pour leur montrer que je peux le voilà, faire. un truc hyper viril et brutal. Et bon, il y a un peu de ça dans le bouquin, il y a de la Quand course-poursuite, même, il y en a. il y a de la violence et tout ça, mais c'est pas du tout le sujet du livre. Et je m'en suis pas rendu compte, en fait, j'avais vraiment l'impression que j'étais en train de faire un truc bête et méchant, et c'était pas du tout le cas. Et que c'est quelque chose aussi d'important dans tes albums, les relations, que ce soit la relation au père ou là, la relation à la mère. Forcément, puisqu'on parle d'adolescence, donc les parents sont présents, mais ça aussi, c'est quelque chose qui t'intéresse de développer, ou en tout cas d'interroger cette relation qu'on peut avoir, qui peut être parfois conflictuelle, qui peut être parfois totalement fusionnelle. Voilà, essayer de décrypter qu'est-ce qui se passe dans une relation parent à enfant. Ouais, mais je pense que enfin, voilà, on a tous des relations à la fois faciles et à la fois compliquées avec ses parents, et donc il n'y a rien à faire. C'est toujours des sujets qui reviennent. Moi, c'est un truc. Je fais partie de ce genre de personnes qui pleurent hyper facilement au cinéma et tout ça. Et dès qu'il y a des trucs parents-enfants, je sais pas pourquoi, c'est ma corde sensible, quoi. Il y a vraiment un truc. Et alors là, maintenant, moi, je suis papa aussi. Et donc C'est encore pire. c'est encore plus pitoyable. Je suis vraiment. Je peux pleurer devant une pub pour le beurre. C'est n'importe quoi.
Faut qu'on t'emmène voir que des films d'horreur en fait, comme ça tu... Non, mais il y a toujours une relation, il y a un Ouais, moment c'est où il y a vrai. un papa qui dit oh non, mon Ouais, fils. ce sera encore pire. Mais du coup, pour résoudre ça, dans Stig et Tilde, pour revenir à cette série, les parents, ils sont très vite évacués, même s'ils vont revenir par un autre biais, puisque c'est donc l'histoire de deux jumeaux, Stig et Tilde, un garçon et une fille, qui vont faire leur culcu, c'est-à-dire c'est un rite de passage, un moment dans leur vie où adolescents, ils vont se rendre sur une île pour vivre seuls, avec uniquement des adolescents, sans les parents, justement, et bien entendu, tout va pas se passer comme prévu, sinon il n'y a pas d'histoire. Comment est-ce que cette histoire en particulier est née, puisque encore une fois il s'agit d'adolescents, mais d'adolescents qui ne vivent pas dans notre monde, en tout cas qui n'est pas dans une société comme on peut avoir en France, puisqu'en France on n'a pas ce rite de passage, enfin il n'est pas établi comme ça. Ça vient d'où cette idée de ce rite de passage très fort et cette idée d'envoyer deux de tes personnages, des jumeaux en plus, en pleine mer, découvrir des îles? Oui, donc du coup, moi ça m'a. Quand est-ce que j'ai découvert ça? Je pense que quand j'étais ado, avec ma grand-mère, vers 16 ans, 17 ans, quelque chose comme ça, j'étais en Tanzanie avec ma grand-mère. Et, euh, et du coup, je m'étais intéressé, il y a les Maasai là-bas, je m'étais intéressé à tout ça en rentrant. Et j'avais découvert que les Maasai, ils avaient un rite de passage, c'était alors je dis sûrement des bêtises, ceux qui sont sur Internet pourront vérifier. Je pourrais pas te corriger, je ne suis Mais pas une spécialiste des Maasai. je pense que quand les gamins ont genre 16 ans, les jeunes garçons deviennent des adultes et des guerriers. Quand ils partent du village, ils vont tuer un lion à la lance. Facile. Et voilà, je trouvais ça fascinant d'avoir quelque chose qui marque comme ça ce moment où on est adulte. Voilà, nous, dans nos sociétés à nous, on n'a pas trop ça. En France, vous avez quand même le passage du collège au lycée qui est un peu, Le brevet. ouais, qui marque un peu quelque chose, mais en Belgique, on n'a pas du tout de moment de passage dans l'école et tout ça. Et donc j'ai l'impression que les parents, et pour les parents et pour les enfants, c'est dur de moment savoir quand est-ce qu'on est adulte, est-ce qu'on est encore ado, est-ce qu'on est encore enfant, est-ce qu'on est... Et donc j'aimais bien cette idée d'avoir un moment qui marque ça. Et en m'y intéressant un peu, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment plein de civilisations qui faisaient ça, et que c'est quelque chose qui a complètement disparu de nos sociétés. Et donc voilà, j'essaie de réinstaurer une idée voilà, de passage et de marquer vraiment le moment où on quitte l'enfance pour être adulte. Et comment est-ce que tu as trouvé ce rite de passage, de partir seul survivre sur une île, sachant que dans l'histoire, tu le racontes bien, c'est-à-dire que ça s'est transformé au fil des années. Avant, il s'agissait vraiment de partir seul et d'avoir vraiment d'être dans de la survie, alors qu'aujourd'hui, enfin à l'époque de tes héros, il s'agit de rejoindre une île avec plein d'autres ados et vivre ensemble beaucoup moins longtemps et de manière beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus tranquille, même Ouais. si pour eux, ça va pas se passer comme ça. Oui, c'est ça. En fait, du coup, je voulais imaginer un rite de passage qui était une tradition, mais que l'histoire se passe de nos jours et donc qui reste quelque chose de la tradition, mais que la tradition est un peu disparue. Et pourquoi non, mais dans les tout début où j'ai commencé à faire Stig et Tilde, j'avais une envie de renouer un peu avec de la BD que je lisais moi, enfant et ado, donc de la BD d'aventure. Moi, ben voilà, j'ai grandi. BD belge, voilà. En bon belge, j'ai lu du Spirou, du Tintin, plein de choses. Et voilà, je voudrais trouver ce type d'aventure. Et entre autres, je disais tout à l'heure, j'ai lisé de l'Heroic Fantasy quand j'étais ado. Et donc, je m'étais dit, je vais essayer de mettre voilà, du fantastique là-dedans. Je vais essayer de mettre des elfes et tout. Je m'étais vraiment dit, je vais faire quelque chose de proche de l'Heroic Fantasy, mais avec des gamins dans un monde crédible. En fait, j'ai jamais vraiment. Il y a une case Un dans. petit peu de Ouais. fantastique quand même. Dans le tome 2, il y a une case où, si on regarde bien, on voit des elfes. mais, J'ai mais pas sinon, vu les elfes, j'ai c'est vrai. raté les Ouais, elfes. mais voilà, Faut que il je y a une reprenne case. l'album. Donc je fais 3 albums pour Pour mettre faire une une case. case. Il est encore temps d'en ajouter dans le troisième. Voilà. Mais donc du coup, comme j'avais cette idée un peu de fantastique, je me suis naturellement dirigé vers les pays nordiques et j'avais lu un roman de David Van qui se passe comme ça sur des îles, un mari et sa femme qui partent prendre leur retraite sur une île et le bouquin, comme tous les bouquins de David Van, dérape hyper vite et ça devient horrible. Et voilà, donc le fait d'être isolé sur une île, de pas avoir, voilà, on peut faire de la survie dans les bois, mais si on est dans les bois, il y a toujours un moment où on peut retrouver la civilisation. Quand on est sur une île, on est vraiment seul, il n'y a pas d'autre solution, quoi. Il y a vraiment, c'est fermé, voilà, c'est le huis clos.
Et justement, tu disais que pour Bâtard, l'idée au départ, c'était de faire quelque chose d'encore plus d'action, encore plus peut-être violent. Là, avec Stig et Till, l'idée de départ était de partir plus dans l'heroic fantasy. À chaque fois, tu es ramené par toi-même finalement à quelque chose d'un petit peu plus terre à terre, ou en tout cas plus proche de ce que tu fais. C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que tu aimerais faire qui casse encore peut-être ou pas ce que tu fais, et de te dire, bah, voilà, je veux, voilà, pas changer, mais je veux apporter quelque chose de plus dans mes histoires. Est-ce que ce serait d'aller justement plus vers du fantastique, plus vers Oui. du polar? Mais du coup, là, donc pour le moment, je suis en train de faire le 3e tome de Stig et Tilde, que je dois terminer bientôt, mais je suis très en Rapidement. retard. Et donc, j'ai un projet après que je voudrais faire, qui est un projet, à la base, c'était un projet de science-fiction, mais c'est déjà, c'est déjà en train de déraper. J'ai même pas commencé, ça a déjà dérapé un peu. Parce que maintenant, c'est un projet de science-fiction, mais il quitte jamais la Terre, donc donc voilà, c'est un récit sur l'espace, mais sans y aller. Sans Donc, espace. voilà. D'accord, ça c'est du teasing. Merci beaucoup, Max de Radigues. Merci d'avoir été avec nous. Stig et Till, c'est à découvrir chez Sarbacane, et je te propose de nous quitter en dessin, si Ouais, tu veux super, je bien. vais essayer de faire ça. Ouais. Merci, Merci à merci toi. beaucoup. Bien entendu, vous pouvez retrouver tout le programme du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême sur bdangoulême.com. Merci beaucoup, Max.
Thank you.